Ok, fait que aujourd'hui, de quoi je vais vous parler en fait, c'est mes plans puis mes buts pour l'année 2023, mais aussi un peu un genre de recap de 2022. Et là, plot twist, je parle en français. Le premier vidéo est en anglais, presque tout ce que j'ai filmé jusqu'à maintenant, c'est en anglais. Puis longtemps avant que j'ai commencé à filmer du contenu avant qu'on déménage en Nouvelle-Écosse, je savais que je voulais faire une chaîne YouTube pour documenter plus en profondeur que juste sur Instagram notre vie ici, puis ton projet de homesteading. Puis, maintenant, ça fait plus qu'un an que je pense à faire ça. Puis, probablement à chaque semaine, je changeais d'idée si j'allais faire du contenu en français ou en anglais pour YouTube. J'avais vraiment comme une liste des pros and cons, vraiment, tu sais, quasiment à valeur égale de pro, puis comme à valeur égale de cons. Fait que c'était vraiment comme un débat pour moi-même. Mes raisons principales pour faire le contenu en français, c'est pas les mêmes que celles pour lesquelles je vais le faire en anglais. Donc vite, je voulais faire du contenu en anglais au début pour essayer de rejoindre plus de gens, vu que c'est comme une langue qui est plus parlée que le français. Surtout parce que je trouve que dans tout ce qui relate au contenu homesteading, hobby farming, fermette, petit fermier, mettons sur YouTube, je me voyais pas dans les créateurs qui font déjà ce genre de contenu-là. Je sais pas tous les créateurs qui sont comme que je vais décrire, mais une grande majorité des comptes mettons, avec plus d'abonnés puis qui ont un plus gros reach ou peu importe, c'est des gens qui souvent très conservateurs, vraiment hétéronormatif, cis-normatif. Tu sais, comme, c'est pas mon vibe. Genre, je sais que, mettons, des gens que j'ai regardé les vidéos souvent parce que c'était du contenu vraiment qui m'apprenait des choses que j'avais besoin d'apprendre pour faire ce que je veux faire. Pas mal sûr que dans la vraie vie, ce monde-là, il m'aimerait pas, tu sais. Fait qu'en tant que personne queer, je me disais, ben, je vais faire du contenu en anglais de homesteading parce que je pense que ce serait cool qu'il y ait plus de représentation queer dans ce domaine-là, dans cette facette-là, qui est normalement très conservatrice de YouTube, tu sais. Parce que même moi, au début, ce que j'essayais de faire quand je commençais à regarder plus de contenu là-dessus, mettons il y a 2-3 ans, c'est je cherchais avec des mots-clés, genre queer farmer, gna gna gna, sur YouTube, puis tu sais, honnêtement, je trouvais rien, puis je suis sûre qu'il y en a. Il y avait un couple que je suivais au début, puis ils ont comme arrêté de poster, tu sais, c'est comme, c'est pas tout le monde qui va continuer à faire du YouTube, je sais pas si moi je vais en faire longtemps, mais bref, c'était ça ma motivation pour le faire en anglais, tu sais, comme pour aider à diversifier, mettons, la vibe très conservatrice, très straight, très cis qu'il y a avec ce genre de contenu-là en général. De l'autre côté, je voulais faire du contenu en français sur le homesteading parce que il y a comme vraiment très peu ou comme pas vraiment de chaînes YouTube qui parlent de ça. Sur Instagram, il y en a un petit peu plus. Mais comme des chaînes YouTube, il n'y en a pas vraiment. Ou tu sais, s'il y en a, encore là, c'était vraiment des choses avec lesquelles je m'identifiais. Fait que là, après beaucoup de débats avec moi-même, après en avoir parlé avec Jamie ou whatever, beaucoup réfléchir aussi à ça, j'ai décidé finalement de faire du contenu en français. Je pense que ce qui m'a motivé à faire du contenu en français, en fait, c'est que je sais que la plupart des gens qui regardent mes vidéos anyway, c'est des gens qui me suivent déjà sur Instagram, donc des gens francophones. Mais aussi, c'est que j'habite en Nouvelle-Écosse, mais j'habite dans un milieu francophone. J'habite dans une communauté acadienne. Fait qu'on dirait que je trouve ça important pour ça aussi de comme faire du contenu en français. Beaucoup des gens avec lesquels j'interagis au quotidien, mettons en dehors de la maison, sont francophones aussi, tu sais. C'est pas mal ça ma logique. Fait que ça va être en français avec du franglais par-ci par-là, j'ai l'impression, parce que ça fait partie de ma nature de parler anglais. Je parle anglais au quotidien depuis que j'étais à l'université, ça va faire 13 ans. Fait que l'anglais fait beaucoup partie de ma vie. Mon cerveau fonctionne beaucoup en anglais des fois, fait que des fois maintenant même, je cherche mes mots en français, ça arrive malheureusement. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? C'est ça. Donc, voilà l'explication pourquoi j'ai changé en français, même si j'ai pas besoin, je pense, d'expliquer, mais les gens, j'imagine, vont être curieux quand même. Ah ouais, en disant ça, ça m'est passé. Un des points négatifs du français, c'est qu'à l'oral, c'est plus dur d'être inclusif.
Comme là, j'ai dit, les gens qui sont curieux, ben, tu sais, comme j'aurais écrit si je l'avais fait à l'écrit, j'aurais écrit en langage inclusif. Bref, c'est pour ça que j'aime beaucoup l'anglais, en fait. C'est que c'est plus facile d'être inclusif au niveau du genre. Mais là, décision exécutive, le contenu va être en français. Je vais faire de mon mieux pour avoir un vocabulaire inclusif à l'oral, même si c'est pas toujours évident. Fait que ça, c'est pour le premier point. Donc, sinon, ben, je vais pas aller en gros détail de notre recap de 2022 parce que si vous me suivez déjà sur Instagram, vous savez un peu ce qui est arrivé. Mais vraiment, le focus de 2022 pour nous, ça a été de déménager. On n'avait pas de date précise de déménagement, mais on savait que ça allait être à un moment donné en 2022. Donc, à partir de janvier passé, en fait, on avait commencé les démarches. Aller voir une conseillère financière avec notre banque, à se renseigner, commencer à contacter des personnes dans l'immobilier en Nouvelle-Écosse pour comme tâter le terrain. À ce moment-là, on n'était pas certain encore à 100% de où est-ce qu'on s'enlignait. L'année passée, en septembre 2021, on a fait un court séjour dans la région de Shelburne, qui est dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, mais du côté atlantique. Nous, on est du côté de la baie de Fundy, qui fait comme le côté ouest de la province. On avait beaucoup aimé la région, on avait rencontré des gens qui nous disaient, écoute, si vous voulez déménager en région, dans le sud-ouest, allez plus vers Yarmouth parce que dans le bout de Shelburne, l'hôpital est souvent fermé, il y a moins de services, c'est comme, t'es peut-être un peu plus proche de Halifax, mais pas tant que ça. Comme si vous n'avez pas de raison, mettons, t'as de la famille à Shelburne déjà, allez-vous-en proche de Yarmouth. Fait qu'on regardait les maisons dans les environs de Yarmouth. Jamie n'avait pas encore de travail ici, mais on commençait à tâter le terrain, voir avec notre budget avec la banque, notre petit budget avec la banque, qu'est-ce qu'on pouvait acheter, qu'est-ce qu'il y avait, nos critères. Nos critères, dans le fond, on voulait au moins 1 acre de terrain. C'était comme notre minimum. Je sais que tu peux faire beaucoup de jardinage sur moins que ça, mais comme on veut avoir des animaux, on voulait pas se limiter trop en partant. C'est qu'on voulait au moins 1 acre de terrain, au moins 2 chambres. On avait une préférence pour les vieilles maisons, ou tu sais, comme une vieille maison qui n'a pas été super modernisée, ou comme pas une maison flippée en fait. On voulait pas de quoi qui avait été mis au goût du jour, parce que c'est pas nos goûts anyway. Fait qu'on avait des critères quand même assez précis, avec un budget assez petit, fait que ça limitait beaucoup ce qu'on pouvait acheter. C'était un petit peu déprimant voir les maisons qui étaient nos options comme partir du marché parce que nous n'étions pas encore prêts à faire un offre. Puis finalement, on pensait honnêtement qu'on allait plus déménager genre en novembre, peut-être même en décembre, parce que dans le fond, le travail de Jamie à Montréal allait fermer à la fin de l'année 2022. C'est pour ça que nous on s'est mis ça comme deadline. Puis on savait depuis très longtemps là, que ça allait être le cas, fait que c'était pas comme une surprise pour nous. Mais au cours de l'été, il y a eu des changements un petit peu à son travail, puis il fallait faire des coupures en fait de personnel parce que c'était rendu trop difficile pour continuer à faire avoir autant d'employés où est-ce qu'ils travaillaient. Puis comme on était pour déménager, ben Jamie s'est comme offert pour être la personne à démissionner dans le fond. Fait que quand ça a été décidé, en 2 semaines à peu près, Jamie s'est trouvé un job ici en arboristerie et mondeur. Un gros changement de domaine, mais il aime vraiment ça. Puis ça paye assez bien. Là, je veux dire, c'est pas un salaire de médecin pantoute non plus, là, mais ça paye assez bien pour que je puisse rester à la maison avec les enfants. Puis on vit de façon très frugale. On fait attention, on budgète. Puis c'est la même chose à Montréal. En fait, on n'est vraiment pas des gens qui ont des... je sais pas, on sent pas, mettons, on n'a pas des besoins de luxe. On va mettre ça de même. Fait qu'on aime ça, vivre humblement. Fait que ça fonctionne pour nous. Fait que c'est ça, Jamie a trouvé son emploi. Il a fallu qu'il parte avant nous. Il est parti le 1er juillet. Ou le 2 juillet, quelque chose de même. Puis nous, on est resté à Montréal jusqu'au 16 août. C'était un très long 6 semaines, honnêtement, tout ça avec les enfants, en train de finaliser le déménagement. Parce que dès le mois de mai, peut-être même avril, on avait commencé à faire beaucoup de tri, commencé à faire des boîtes d'affaires saisonnières qu'on savait qu'on n'allait pas avoir à utiliser
avant l'automne qui s'en venait, mettons. Genre le stock, je sais pas, on a le stock de printemps, les manteaux d'hiver super chauds. Tout ça, on avait déjà commencé à ranger, puis faire beaucoup de désencombrement, parce que nous, ça faisait 5 ans, un peu plus qu'on était à notre logement, puis il y avait beaucoup d'affaires que, tu sais, qu'on pouvait s'en débarrasser. Fait qu'on a déménagé. On a déménagé le 16, on est arrivé le 17 ici. Et on a tout de suite fait un blitz de mini-réno avec le père de Jamie. Commencé à arracher, fait tous les tapis qu'on pouvait arracher, ça a été arraché. Puis on a j'ai commencé après à enlever tout le vieux plywood qui cachait les planchers d'origine, en fait, à l'étage. Puis éventuellement, je vais faire une vidéo comme time-lapse de la restauration des planchers. En fait, je l'ai commencé, mais je vais attendre qu'on ait fini pour faire comme juste un vidéo à place d'avoir 2 parties. Je pense que ça va être plus intéressant. Mais c'était pas mal ça. 2022. Vite de même, ça a l'air d'être facile, mais honnêtement, c'était une des années les plus stressantes de ma vie. Je m'attendais pas à ce que déménager, ce soit aussi intense. En fait, ça a été très intense et très stressant jusqu'à ce qu'on arrive. Comme, tu sais, là, il y a des soucis, des petites affaires qui arrivent, here and there, mais tu sais, c'est comme... On est bien, on est installé, c'est pas grave, c'est des petits détails. Fait que c'est ça. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre en 2022? Ça ressemble à ça. Fait que le plan pour 2023, en fait, c'est pour cette année. Là, je vais parler plus spécifiquement pour la partie homestead. Puis après, je vais peut-être parler un petit peu de nos buts pour les rénovations de la maison. Mais ça, je ne veux pas me mettre trop de pression parce que c'est moi qui fais ça. Parce que Jamie travaille vraiment beaucoup. Puis c'est très vivable la maison en ce moment. Fait qu'il n'y a pas de énorme rush à tout rendre beau puis parfait. Mais c'est sûr que ça serait le fun. Mais c'est vivable. Donc on est bien installé, même si, mettons, la cuisine n'est vraiment pas à notre goût, ça fonctionne. Fait que, tu sais, il n'y a pas de presse à tout changer. Fait qu'on va prendre notre temps pour ces affaires-là. Fait que vraiment, pour ce qui s'en vient, le focus, c'est vraiment d'installer notre jardin. En fait, ce qui a été fait en 2022 pour le jardin, c'est qu'il y a une grande zone qui a été excavée, c'est pas le bon mot, mais arracher les plantes, puis les buissons, puis il y avait des vieux troncs d'arbres, puis des souches. Une zone d'environ 60 pieds par 60 pieds qu'on pensait faire nous-mêmes à pelle puis à brouette, puis on s'est vite rendu compte que c'était absolument pas réaliste, et qu'on a payé pour avoir une excavatrice qui est venue arracher ça. Ça a pris 1h30, ça nous a coûté à peu près 180 $, fait que d'après moi c'était un bon 180 $ investis. Et maintenant que ça c'est comme sur la terre, c'est de la terre, il n'y a plus d'obstacles à installer un jardin. En fait, ce que j'ai fait depuis quelques semaines, c'est que j'ai mis du paillis à la grandeur. Là, j'ai la grandeur. Le corps est fait. Le but, c'est de faire le reste du jardin. Puis comme l'hiver est très très doux ici en ce moment, un peu comme au Québec, mais comme, tu sais, il fait rarement en bas de 0 en ce moment. Puis on est rendu au mois de janvier, fin janvier presque. Fait que je peux continuer à faire du jardinage plus de la préparation de jardin. Fait que je vais continuer à mettre du paillis. Puis la raison qu'on met du paillis à la grandeur, c'est que je veux faire la méthode no dig, no till. Ça, dans le fond, c'est que tu vas jamais venir retourner la terre. Je vais faire un tilling. Je vais faire plus du mot en français, mais je vais le mettre en texte ici. Initial, juste pour incorporer du paillis à la terre qui est au sol, la terre du terrain. Parce que dans le fond, la terre ici est très très argileuse, ce qui retient beaucoup l'eau, ce qui peut être un perks quand il pleut pas, mais comme il pleut quand même souvent, ça fait qu'il y a trop d'eau. Puis ça fait aussi que ça compacte vraiment le sol. Les terres argileuses vont avoir plein de bonnes matières organiques, plein de vitamines et de minéraux pour les plantes, mais ça va tellement être compact que les plantes ne pourront pas pousser comme il faut. Il y a plein de méthodes pour travailler un sol argileux, mais là, nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'incorporer le paillis que je vais avoir étendu à la grandeur. Fait que sur mes bacs, ce ne sera pas des bacs, ça va être du jardinage en pleine terre, mais dans mes rangées, en fait, je vais, où est-ce qu'il y a le paillis, dans les rangées des espaces que je vais jardiner, je vais incorporer le paillis avec la terre du terrain pour comme rajouter la matière organique, ça va aider à rendre la terre moins compacte. Puis aussi,
je vais ajouter de la chaux. Je suis pas sûre que c'est le bon mot. J'ai encore une fois mettre le bon terme en dessous parce que j'ai pas une mémoire. Je me rappelle plus du nom en anglais, puis je pense que c'est chaud en français. Mais c'est quelque chose qui va venir aider la chimie du sol à comme break down l'argile dans le fond. Puis après ça, sur ces zones-là qui auront été comme avec la chaux, le paillis, je vais ajouter du compost. Faire comme des petits monticules de compost. Puis on va planter directement là-dedans. Puis à chaque année, au lieu de tout retourner la terre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter environ 1 pouce de compost à grandeur des zones où il y a des plantes. Fait que c'est de la grosse job, puis c'est quelque chose qui va demander beaucoup de temps, un peu plus de ressources financières, mais c'est quelque chose que après quelques années, on va beaucoup avoir amélioré la qualité du sol sans avoir utilisé de pesticides, sans avoir utilisé d'engrais chimiques, biologiques ou pas. C'est vraiment ça notre but en fait, c'est de faire de l'agriculture biologique régénératrice ou restaurative. C'est quoi le mot en français? En tout cas, vous voyez le genre. Donc c'est ça le plan. Donc cette année, c'est de voir ce jardin-là principal, dans lequel il va y avoir une serre de 10 par 20 pour les poivrons, puis une partie de nos tomates. Puis ce que je vais faire pour cette année, la partie avant du jardin va être cultivée. Là, il faut que je regarde l'heure parce que l'heure arrive bientôt de l'école. La partie avant va être cultivée comme un potager dans le fond. Puis la partie arrière, la deuxième moitié, va être plus comme un genre de champ de courges / citrouilles puis d'autres choses qui s'étendent plus. Parce que cette année, je me sens pas qualifiée pour avoir un potager de comme 60 pieds par 60 pieds. C'est quasiment trop. C'est à peu près cette grandeur-là. C'est environ, mettons, le 3000, entre 3200 et 3600 pieds carrés. Parce que c'est pas comme un carré parfait. C'est comme une forme... en tout cas, je me sens pas d'attaque à faire un jardin aussi gros que ça. Je pense pas que je vais être capable de entretenir un jardin gros comme ça. Fait que c'est pour ça que la première moitié va vraiment être mon potager avec les concombres, les haricots, tout le kit. Puis l'autre moitié va vraiment être un champ un peu plus sauvage de citrouilles. Puis je vais aussi semer comme des engrais verts. Les engrais verts, c'est comme des plantes qui vont venir, que tu fais pousser, pas pour les récolter et les manger, mais pour qui vont bénéficier au sol, qui vont se composter un peu en place, qui vont aider le sol à être plus riche. Fait que c'est ça le plan pour cette année. J'ai d'autres plans de jardin pour d'autres zones, mais ça va aller à les années suivantes. Il faut quand même que je sois réaliste avec ce que je peux faire. Puis quelque chose que j'aimerais vraiment faire pour cette année, mais que je sais que je ne serais pas capable de terminer, c'est de ce côté-ci de la maison, c'est de faire un jardin de vivaces, dont beaucoup de plantes médicinales, mais j'ai pas de plan encore, là, comme mon plan pour le potager principal, il est fait, je sais exactement combien de plants, de quoi que j'ai besoin et tout, mais pour ce côté-là, il faut que j'analyse plus les zones d'ombre, parce qu'on est comme jamais de ce côté-là de la maison, il y a comme rien. Fait qu'une fois que je vais avoir une bonne idée de où planter les choses, je vais pouvoir décider exactement qu'est-ce que je peux planter, parce que ça reste plus ombragé. Puis sinon, pour le homestead, ce qu'on aimerait vraiment faire, j'aimerais vraiment avoir des poules cet été, mais plus j'y pense, plus je réalise que c'est peut-être pas réaliste avec tout ce que j'ai déjà à faire dehors. Plus des choses à faire dans la maison, construire un poulailler, s'équiper, c'est peut-être pas réaliste. Fait que ce que j'espère, c'est qu'en cours d'été, une fois que le jardin va être comme établi, que le gros du travail physique par rapport à comme mettre la terre, planter et tout est fini, que je vais avoir le temps de faire un poulailler. Je m'étais fait un super beau plan pour un gros poulailler pour qu'il puisse accueillir comme beaucoup de poules, pour avoir une zone, la moitié du poulailler qui est comme un genre de cabanon. Mais là, je me rends compte que cette année, ça sera pas dans le budget avoir un gros poulailler. Puis on a pas mal de matériaux qu'on peut réutiliser en fait, de choses qu'on a enlevées de la maison mais qui sont encore parfaitement utilisables. Fait qu'on va faire un plus petit poulailler, peut-être qu'il va nous servir 2-3 ans, puis après ça, ben, quand on aura les fonds pour faire un plus gros poulailler, plus idéal, ben ça sera ça rendu là. Mais bref, c'est ça les plans en gros.
Puis sinon, pour la maison, ce qu'il y a à faire, en fait, c'est de terminer les chambres. L'étage en haut, ça a quasiment pas bougé depuis le mois de septembre. Parce qu'il y a eu des coûts plus élevés par rapport à de la plomberie qu'il a fallu qu'on fasse arranger, par rapport à des frais d'électricien qui étaient vraiment plus élevés que ce qu'on s'imaginait puis qu'est-ce qu'on avait prévu. Donc, ça a comme pris un break en haut, mais c'est aussi que travailler, faire des rénovations quand je suis toute seule avec les 2 enfants, c'est pas évident. Puis la fin de semaine, quand Jamie est là, on essaie de faire comme des affaires le fun en famille aussi. C'est pas juste comme être tout le temps en train de faire quelque chose, de travailler, mettons, sur la maison. Fait que là, Blair a commencé l'école. Je vous explique ça dans une vidéo. Et ça me laisse beaucoup plus de temps vu que je suis juste avec Willow à la maison. Puis là, Willow est en train de faire la sieste. J'ai comme quasiment 2 heures l'après-midi où je peux faire des trucs, des tâches pas trop bruyantes. Puis, ben c'est déjà plus facile occuper juste un enfant. Il y a moins de chicanes, moins de tout. Puis faire quelque chose d'autre en même temps. Fait que j'espère que d'ici la fin de l'hiver, la fin du printemps, une grosse partie de la job en haut va être faite. Peinturer les planchers, peinturer les chambres, il y a du drywall à installer et il y a une fenêtre à changer. En fait, la fenêtre de la chambre des enfants, on ne pensait pas la changer, puis on se rend compte qu'il faut qu'elle soit changée vraiment. Là, elle ouvre pas très bien, puis elle ferme pas très bien. Puis si on est pour réparer les murs, on doit aussi bien changer la fenêtre avant de tout arranger les murs, tu sais. Fait que c'est ça. C'est ça les plans pour 2023. Puis c'est ça qu'on a fait en 2022. Puis si vous avez des questions sur n'importe quoi par rapport à nos plans de homesteading, lâchez-vous lousse. Puis je vais vraiment essayer de publier une vidéo par semaine. C'est mon goal YouTube pour cette année. En fait, pour la première partie de l'année, j'aimerais ça faire 1 vidéo par semaine et progresser à 2 vidéos par semaine parce que je me dis que rendu à l'été, quand j'ai plus de contenu jardinage, puis plus d'affaires le fun à filmer qui se passe, j'aimerais ça faire 2 vidéos par semaine. À suivre. C'est ça. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin si vous avez réussi. Puis bonne journée.